Maître Armand Lokeka, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous accorder de votre temps, ces précieux temps pour parler de la République démocratique du Congo, de parler du Sankuru et les questions brûlantes de l'heure. On va parler Sankuru avec les contentieux de l'élection du gouverneur, de la Cour d'appel, Conseil d'État. Certains candidats auraient même saisi la Cour constitutionnelle. On va revenir. Nous allons parler également du changement de la Constitution ou révision. Quel est votre avis? Et quel est le risque pour la démocratie congolaise avec cette démarche? Référendum et loi référendaire déjà passée au niveau des deux chambres du Parlement. On va commencer par le Sankuru, maître. La situation du Sankuru aujourd'hui, avec ces contentieux qu'on a vus, une très longue période que cela nous a pris. Quelle est votre lecture d'une façon globale? Oui, merci beaucoup. Je le dis tout haut que c'est ça l'exercice de la démocratie qui quitte d'un cri ou d'un soldat à une pratique judiciaire responsable. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des contestations et que ces contestations soient résolues ou soient épuisées par des procédures régulières, prévues dans le délai, comme le cas avec les contentieux électoraux, avec des contentieux des résultats que nous venons de connaître au Sankuru. J'encourage les contestateurs comme les contestés dans le respect de la procédure qui avait été une procédure valable, qui devrait réellement avoir lieu, mais je conseille simplement aux contestateurs de ne pas en abuser de trop, puisque le contentieux électoraux, ce sont des contentieux de délai. Ce sont des contentieux qui sont déterminés dans un temps, et dépasser ce délai, ces contentieux deviennent inopérants et ne peuvent produire aucun effet. Au moment où le Conseil d'État, qui est le juge de jugement, vient de se prononcer sur l'appréciation et les contestations, le mal jugé reproché aux arrêts rendus par la Cour d'appel ou la Cour administrative d'appel du Sankuru, il n'y a plus une requête qui puisse retenir le premier président de la Cour d'appel de transmettre son résultat final à l'organe habilité pour qu'une ordonnance du chef de l'État d'investiture soit donnée au gouverneur de province. Donc à ce moment-ci, si quelqu'un pense qu'il pourrait, ou avec une capacité de retarder la procédure pour l'obtention de l'ordonnance d'investiture du chef de l'État, je dis, nous ne sommes plus cette fois-là dans le contentieux électoraux, nous sommes dans les contentieux ordinaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire les contentieux qui ne peuvent produire aucun effet sur le délai octroyé par la loi électorale d'attendre le résultat définitif d'une élection de gouverneur ou des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Mais quelqu'un a saisi, pour ne pas le citer, il y a un candidat malheureux qui a saisi la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Est-ce que cette démarche ne va pas bloquer la prise d'investiture du chef de l'État pour que le gouverneur entre en fonction réellement comme on s'y attend? Et ce qui est vrai, je dois vous dire que nous sommes avocats si l'on est signateur de requêtes ou si l'on est consulté par des personnes qui ne sont pas suffisamment informées de ce qui relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. On suppose qu'un praticien de droit, à la hauteur d'un avocat qui preste dans une ville ou dans le chef-lieu de notre pays, ici à Kinshasa, doit impérativement être informé de la portée et de la compétence que porte la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'examine pas l'inconstitutionnalité des décisions judiciaires. La Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction d'inconstitutionnalité des décisions judiciaires. Donc, par conséquent, c'est une requête qui ne repose pas au regard de contentieux électoraux. De deux, la Cour constitutionnelle n'est pas le juge de contentieux électoral des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs de province. Donc, il n'est saisi que par voie d'exception. Et une exception qui relève du délai dépassé, de la conclusion du délai dépassé sur le contentieux, ne peut pas suspendre la procédure administrative déjà amorcée pour l'investiture d'un gouverneur qui a déjà bénéficié de tous les arrêts nécessaires.
Donc par conséquent, cette requête adressée à la Cour constitutionnelle n'est pure qu'une distraction en fait, ne peut pas apporter aucun effet sur la procédure administrative déjà amorcée. Je pense que le premier président de la Cour administrative d'appel du Sankourou, qui est le premier président de la Cour d'appel, peut transmettre déjà son résultat final des élections de gouverneur et de vice-gouverneur, afin que l'investiture, l'ordonnance d'investiture soit signée et remise au gouverneur de province et son coéquipier, le vice-gouverneur. Donc à ce stade, maître, il n'y a aucune procédure qui peut freiner cette démarche. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de procédure qui puisse bloquer la procédure administrative déjà amorcée, puisque nous disons que pour le cas du Sankourou, il n'y a plus de contentieux, de contestation de résultats. Il n'y en a plus. Et puis j'ai entendu, vous avez parlé d'un candidat malheureux. Oui, certes, qui est candidat malheureux? La personne qui a concouru effectivement aux élections. J'ai vu, la requête a été rédigée au nom d'un candidat qui n'a pas concouru aux élections. Honorable Justin Mokala, pour ne pas le citer. Oui, il n'a pas concouru aux élections, donc il n'est pas candidat malheureux. Le rapport qui a été déposé par la CENI, que tous les Sankourois connaissent, que tous les électeurs ont connu, le monsieur n'a pas battu sa campagne, il n'a pas participé effectivement aux élections, il n'a pas concouru aux élections, et il n'est pas candidat malheureux. Il a été retenu par une décision, et cette décision ne te rend pas candidat malheureux. N'est candidat malheureux que c'est la personne qui a concouru effectivement alors ça, aux élections. Compliqué, mais qu'est-ce qu'on va l'appeler, mettre ça? Ce sont des mots, on ne va pas s'attarder sur ça. Par conséquent, il est candidat, il a été candidat et a désisté implicitement à sa candidature. C'est ça. C'est un candidat qui a désisté implicitement à sa candidature. Il ne se rend pas compte que le fait de n'avoir pas concouru aux élections, il a fait un désistement implicite. C'est ce qu'on appelle un désistement implicite à une candidature. Donc, automatiquement, il n'est pas candidat jusqu'au jour des élections. Puisque quand le calendrier de campagne était affiché, nous l'aurions déjà constaté qu'il vient de présenter son programme de gouvernance à l'Assemblée, il n'est pas venu. Donc, par conséquent, il a notifié implicitement à l'Assemblée que je ne suis plus candidat, et ne prenez pas votre temps à me lire. Voilà, c'est ça la notification aussi par voie express, par voie implicite qui avait été effectuée au niveau de l'Assemblée provinciale du Sankourou, et ils ont pris acte, raison pour laquelle à notre comparution nous avons présenté le nombre de candidats qui ont concouru et qui ont répondu valablement aux élections. Ce sont ceux-là qui avaient le pouvoir et qui avaient l'amabilité de contester les élections concourues. Bien, alors on va prendre autre sujet qui fait couler d'encre et salive dans le pays depuis l'annonce lors d'une conférence de presse du chef de l'État, disant que lui n'est pas preneur d'un troisième mandat, mais si jamais le peuple le lui demande, il accepterait. Alors, pour ce faire, il y a une démarche déjà entreprise par la majorité au pouvoir pour arriver à un changement de la Constitution. Maître, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, vous êtes doctorant, vous avez un peu une connaissance élargie sur la Constitution. Aujourd'hui, peut-on parler du changement ou modification de la Constitution? Oui, je voudrais aborder le premier problème que tu as relevé. Les propos du président de la République sont des propos, en fait, de celui qui ne veut pas dénoncer tout haut que je veux que vous puissiez me donner. Le président de la République, à son état, à son niveau, sait très bien que le peuple ne donne mandat que par une seule procédure. Le peuple ne donne mandat que par voie électorale. Et c'est l'unique voie démocratique brandie et prônée par son parti, qui est l'UDPS, qui est le parti cher à Etienne Tshisekedi ou à Moulumba, le père ou le grand concurrent ou créateur de la démocratie. Donc, il voulait que ça soit réellement un État démocratique. Et un État démocratique, le mandat n'est conféré que par voie d'élection, voie d'expression légale. Alors, le président, connaissant bien qu'il ne saura plus se représenter aux élections, le peuple ne va pas lui donner un mandat. C'est simplement ce qu'il faut retenir. Le peuple qui va vouloir lui remettre un mandat, c'est-à-dire le peuple là voudrait que le président devienne candidat. Alors lui, étant dans l'impossibilité de devenir candidat, le peuple ne lui donnera pas un troisième mandat.
C'est simplement ça le problème qu'il faut retenir. C'était simplement une réponse pour entendre comment nous allons réagir, le peuple, comment le peuple va analyser. Est-ce que c'est une demande implicite? Mais c'est une demande implicite certainement qui est reçue mais non fondée, autant que le peuple n'a pas le pouvoir de donner à un président de la République un troisième mandat. Entre-temps, le peuple n'a qu'une seule voie d'expression pour remettre les mandats, c'est pas en voie d'élection. Mais l'article 5 de la Constitution, on va en parler sur le changement ou non de la Constitution, l'article 5 de la Constitution donne le pouvoir au peuple de décider sur son sort. Oui, mais il faut le lire. L'article 5, en donnant le peuple le pouvoir de décider sur son sort, on parle par voie électorale. C'est par l'expression de voie électorale que le peuple décide sur son sort, de choix de ses dirigeants ou de ses représentants. Le peuple n'a pas une autre procédure de donner un mandat à qui que ce soit. Donc, que le président mette en esprit aujourd'hui que le troisième mandat est impossible, pour autant que le peuple ne lui accordera pas cela, puisqu'il ne sera pas candidat à sa propre succession au troisième mandat. Ça, c'est impossible. Donc, c'est un débat, en fait, que nous ne pouvons pas tenir rigueur au chef de l'État. Il en a sollicité. Le peuple peut répondre d'une manière ou d'une autre en disant que non, cette demande est reçue, mais nous ne l'analyserons pas puisque vous ne serez pas candidat à votre succession. Vous ne serez pas candidat pour concourir au troisième mandat et vos mandats ayant été épuisés, vous allez observer et léguer le pouvoir de façon pacifique et légale à celui qui viendra après lui. Alors, clairement, maître, la majorité au pouvoir demande aujourd'hui qu'on change la Constitution au regard de certaines dispositions qui n'aident pas le pays à avancer. Quelque part, ne peut-on pas prêter l'oreille à cette majorité de sauver la Constitution qu'on accuse aujourd'hui? C'est une Constitution des belligérants, une Constitution qui est sortie d'après-guerre, tout le monde n'avait pas la légitimité, etc. Est-ce que cette majorité n'a-t-elle pas raison aujourd'hui de demander qu'on change cette Constitution qui semble être une vieille Constitution au regard de réalité? Je voudrais parler en premier lieu que nous parlons de la majorité, mais nous sommes dans une forme de dictature démocratique. Cette dictature démocratique se dessine déjà à partir des institutions représentatives du peuple. Vous regarderez l'Assemblée nationale du Congo, de la RDC à 500 députés, et sur les 500 députés, nous avons 23 opposants, 23 députés de l'opposition. Sur 523, nous avons 23 députés de l'opposition. Déjà, nous vivons une dictature démocratique. C'est comme ça que la population a voulu, au regard des élections. Non. Puisque nous connaissons nous-mêmes la réalité dans laquelle nous sommes en train de vouloir amener notre pays. Il est inconcevable que dans un pays comme le nôtre, avec toutes les circonstances que nous traversons, que le peuple traverse, même si ce peuple reste un peu silencieux, mais il n'est pas un peuple naïf, mais ce peuple jusqu'aujourd'hui est observateur, un peuple est silencieux, mais le peuple n'est pas naïf, que l'on arrive dans un parlement où une assemblée nationale de 500 députés, l'opposition n'a que 23. Dites-moi, est-ce que nous sommes dans une démocratie majoritaire ou une démocratie du peuple? Donc, on ne peut pas avoir une démocratie majoritaire où on dit que le pouvoir appartient à la majorité. Non, le pouvoir appartient au peuple, qui du reste, dans les grandes questions, le peuple doit se sentir intéressé. Ce n'est pas cette démocratie, cette majorité qui va constituer une équipe de gens qui détournent la souveraineté populaire pour se faire une souveraineté dérivée. Non. En fait, c'est à cela que nous disons que cette majorité, c'est une majorité qui est infectée, en fait, de la dictature et de l'hégémonie où le consentement de la majorité est émoussé et corrompu. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que cette majorité représente le peuple. C'est une majorité infectée au sens qu'il se sert d'eux-mêmes en détournant la volonté populaire, en détournant le pouvoir souverain primaire. Mais cette constitution ne nous aide pas à avancer, maître. Qu'est-ce qui a du mal à changer cette constitution, en fait? Comment vous allez vouloir qu'un pays qui vit avec 23 opposants au niveau de l'Assemblée nationale peut aujourd'hui se dire un pays inscrit dans le pays de la démocratie équilibrée? Non, le Congo n'est pas un pays, à l'heure actuelle, qui est sur la démocratie équilibrée. Je me rappelle à l'entrée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons eu 123 députés de l'opposition sur 500.
que composait l'Assemblée nationale, on pouvait croire, déjà à partir de 123 députés de l'opposition, que les débats devraient être quand même logiques. Vous prenez par exemple la commission PAJ. La commission PAJ a 2 députés de l'opposition. De l'Assemblée nationale? Oui, 2 députés de l'opposition. Quel est le type d'analyse qui peut être faite de façon équilibrée pour que les 2 députés puissent être entendus? Même s'il y a une protestation, même s'ils sont des grands intelligents et des grands lecteurs, même s'ils sont des chercheurs avérés, comment peuvent-ils convaincre le reste des députés? Entre-temps, ils ne sont que 2. Comment on peut créer un équilibre démocratique dans une commission d'élaboration de loi, de lecture de loi, de correction de loi, avec 2 opposants? Simplement. Vous trouverez par là qu'il y a un problème, il y a un couac. Si le peuple ne veut pas ouvrir les yeux, nous vous disons en réalité que l'on est en train de voler le pouvoir originaire du peuple pour le rendre un pouvoir majoritaire au sein d'une institution quelconque. Par conséquent, le changement de la Constitution pour vous, c'est par là, c'est inopportun. Et c'est par là que je voudrais dire au peuple congolais, les concepts et les motivations qui sont en train d'être installés par le régime, de parler de changement de constitution, ou d'une adaptation de la Constitution aux réalités actuelles, il faudrait que l'on puisse quand même réveiller l'esprit des Congolais. Quelle est la réalité actuelle dont on veut adapter la Constitution? Que tout Congolais se pose cette question. Je commence par là. La réalité actuelle, est-ce qu'on veut adapter la Constitution en inscrivant le nombre de buts que les léopards vont inscrire dans le mondial? Est-ce qu'on veut changer la Constitution puisqu'on veut inscrire le nombre peut-être d'actions que poseraient les chefs de l'État? Quelle est la réalité actuelle dont on veut adapter? Et si aujourd'hui on veut parler que le pays doit avancer ou doit développer, quelle est la clause constitutionnelle qui bloque le pays? Quelle est la disposition constitutionnelle qui ne permet pas au pouvoir et au gouvernement de ne pas gouverner correctement le pays? Nous avons la guerre à l'est du pays, mais la guerre nous coûte suffisamment d'argent. Ça, c'est l'un des exemples. J'ai besoin qu'en tant que journaliste, vous ayez cette réflexion, une analyse correcte. Regardez l'unique actualité dont on veut adapter. On veut adapter les constitutions par rapport à la réalité de la guerre. Donc, automatiquement, il y a un risque dans lequel le courant pour le salut du peuple, je suis le coordonnateur national, nous nous insurgeons contre ce risque-là. Et nous brandissons ce risque devant le Congolais tout entier, afin que si cela arrive, qu'on ne nous dise pas que nous n'avions pas fait, qu'on ne dise pas que l'on n'a pas dit, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas prévenu, qu'on ne dise pas qu'on n'a pas annoncé. Les expansionnistes internationaux, les multinationaux sont en train de vouloir de ce pays pour faire ce pays leur lieu de botte, de recherche d'exploitation irrégulière de nos minéraux. Et l'unique manière pour aboutir à cette option, c'est de pousser le régime de Kinshasa à parler d'une adaptation de la Constitution. Et une fois adaptée la Constitution pendant que le pays n'est pas unifié, le risque d'une fragmentation juridique. Puisque je dirais que le pays sera dirigé par un siamois juridiquement constitutionnel. C'est-à-dire un territoire avec des constitutions. Aujourd'hui, même ceux qui sont du côté de la guerre reconnaissent que le pays a une constitution. Et laquelle, c'est la constitution de 2006. Et une fois aujourd'hui Kinshasa sort une constitution de 2026, le risque, il est permanent. Il y aura une fissure juridique. Il y aura un siamois constitutionnel, un seul corps avec 2 membres, où il y aura 2 constitutions dans un seul territoire. Et cette fissure juridique sera suivie de l'ombre d'une guerre qui va simplement décréter des États dans cette République démocratique du Congo. Et nos amis qui nous ont enviés des siècles et des siècles vont réussir leur mission. Alors là, vous ne donnez pas raison au président Tshisekedi qui dit par exemple que si la guerre n'est pas encore terminée à l'est du pays, il n'y aura pas élection. C'est en raison. Nous ne sommes pas encore sur le sujet des élections. Si le président de la République voudrait bien que le pays reste un, le pays sur lequel son père s'est battu 3 décennies, le pays sur lequel les 13 parlementaires, les fondateurs de l'UDPS, ont perdu leur vie, le pays sur lequel les militants de l'UDPS ont coulé leur sang,
le pays sur lequel Kimbangu s'est battu, Lumumba s'est battu à verser son sang pour ce pays à 35 ans, afin de lutter sur la liberté du peuple congolais et de l'Afrique en général. Le débat sur les élections ne peut pas avoir lieu en ce moment. Le débat, il est sur la récupération du territoire occupé. Cette question, le courant pour le salut du peuple soutient le chef de l'État. La récupération du territoire occupé constitue l'unique guerre, l'unique combat, l'unique stade de réflexion, l'unique analyse qui doit être dans l'État, la décision de l'État. En mettant les élections de côté, hein, parce que déjà, moins de 2 ans, la CENI déjà est en retard par rapport à ces calendriers précédents. Nous ne pouvons pas rendre ce président qui sera élu illégitime, pour autant qu'il doit être élu par tous les Congolais. Le président de la République a reçu un mandat, il a prêté serment devant un peuple et devant Dieu. Ce serment, c'est un contrat qu'il a lié avec nous. Et ces contrats ne seront pas de façon unilatérale. Ce contrat seront par des principes déjà préétablis. À la fin d'un mandat, il doit respecter ce serment. Le fait de n'avoir pas respecté ce serment, de défendre le territoire, de se mettre à défendre la Constitution et l'ensemble du peuple congolais sous sa sécurité, constitue une rupture unilatérale et une violation du serment qu'il a juré devant Dieu, devant les hommes et devant le peuple congolais vivant et mort. Alors, Maître Armand Lukika, réfléchissons calmement. Nous avons la guerre à l'est du pays. Pendant ces temps, on arrive à la fin du mandat du président Tshisekedi. Tout en se luttant pour que la guerre finisse, il sort aussi l'argent qui va nous coûter plus d'$1 milliard pour organiser les élections. Entre lui et ceux qui s'opposent à ce qu'il reste au pouvoir au-delà de son mandat, qui peut-on condamner nos populations? Le président de la République a des objectifs bien précis. C'est-à-dire remettre la paix à l'est du pays. C'est l'objectif dont il peut mettre au centre de toutes ces réflexions actuellement et de toutes ces communications. S'il est question de jouer à la stratégie pour voir quelles sont les méthodes, quelles sont les manières, quels sont le tact à implanter pour qu'il y ait la paix à l'est, le président ne peut réfléchir que sur ces. Et d'ailleurs, ouvrir même de tables rondes de réflexion pour réfléchir sur la question de l'Est. Une fois réussi, le président organisera les élections et il va céder le pouvoir à celui qui doit le succéder pacifiquement, comme il y a eu le cas avec Kabila et lui. Même si les 2 provinces ne sont pas récupérées. Les 2 provinces doivent être récupérées. Pourquoi ne peuvent pas être récupérées? Si les 2 provinces ne sont pas récupérées, automatiquement, l'État congolais ou le gouvernement congolais accuse la faillite. Accuse la faillite. Et à ce moment-là, nous sommes en quel cas de figure, maître? Qu'est-ce qu'on fait? Si l'État congolais, dans son régime central, accuse la faillite, le peuple prendra la situation à tel point que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un État et avec un gouvernement qui y a présenté des faiblesses. Le président sera appelé impérativement à un dialogue pour que nous puissions mettre des institutions transitoires en place. Il sera appelé à un dialogue. Puisqu'avec les institutions transitoires en place, automatiquement, l'effort de ceux qui sont à l'opposition, à la majorité et le neutraliste, nous allons faire des choses ensemble pour que nous puissions mettre fin à cette guerre impétrée. Mais le président n'a jamais refusé un dialogue. Il a un bureau au Palais de la Nation, il y a une réception, vous écrivez, vous déposez, il va vous lire et puis vous répond. La personne du président de la République est érigée en termes d'une institution dans la constitution de la RDC. Président de la République, c'est une institution. Ce n'est pas un individu. Et quand nous parlons de président de la République, que les gens nous écoutent, c'est une institution sur le plan constitutionnel. Donc, le président ne refuse pas le dialogue, mais la personne habilitée à le convoquer, c'est lui. Quand on ne refuse pas, c'est qu'on doit le convoquer. Si on trouve qu'il y a de failles et qu'il faut réunir des idées pour qu'on mette fin à la guerre, le président a l'obligation de consulter son peuple, a l'obligation de consulter le couche sociale, a l'obligation de consulter la société civile, a l'obligation de consulter l'opposition, a l'obligation de consulter l'équilibre de tout ce qui l'entoure. Mais le président l'a dit, maître Armand Lukika, ce dialogue, il va le convoquer avec qui? C'est vrai que vous avez cité toute une liste, mais avec les gens qui tuent à l'est du pays. Mais qu'est-ce qu'on appelle? Où il renoue avec dialogue, plus de 50 dialogues dans ce pays. On n'a jamais abouti à une solution définitive. Nous disons ceci. Aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis sont arrivés à un dialogue. Alors, qu'est-ce qui a été créé comme dégâts entre les 2 pays? N'ont-ils pas signé un accord?
Alors, quelle est cette guerre-là? Quelle est cette guerre-là? Même si c'était le Rwanda. Mais aujourd'hui, l'exemple est patent pour vous dire qu'il n'y a pas de plus fort dans cette affaire. Le plus fort peut se plier devant un petit État. Les États-Unis viennent de signer l'accord avec l'Iran. Ça démontre automatiquement qu'il n'y a pas un pouvoir suprême qui va se dire que je suis le plus fort. Ils sont en train de tuer. Les États-Unis ont tué. L'Iran a tué. Il y a eu des bombardements de part et d'autre. Après un temps, ils arrivent et disent non, nous devons négocier. Entre-temps, il n'y a pas de guerre sans mort. Et aussi longtemps que vous refusez de négocier, aussi longtemps que les morts continuent. Que ce soit de notre côté, que ce soit du côté de ceux qui nous agressent, les morts continuent. Devons-nous continuer à verser le sang des Congolais et en refusant de négocier pour rester dans une position de faillite, dans une position de faiblesse telle que la position que nous avons actuellement? Personne ne parle de la guerre. L'actualité actuelle, c'est l'actualité du mondial. C'est l'actualité du chef de l'État à voyager. C'est l'actualité du chef de l'État à aller suivre le match. C'est l'actualité du chef de l'État a été reçu. Mais l'actualité de la guerre, le sang de ce Congolais qui coule à l'est du pays. C'est comme si on est un peu habitué avec. Nous sommes plus concernés par cette guerre, nous qui sommes à Kinshasa. Jusqu'où irons-nous avec cette distraction? Donc, au regard de tout ça, ou soit le président de la République convoque un dialogue pour qu'on puisse baliser la question de la fin de son mandat, s'il y aura élection ou non, ou carrément, à la fin de son mandat, il quitte le pouvoir sans... Il n'y a pas fin de mandat. Le président de la République a le pouvoir de convoquer un dialogue consultatif pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Si nos frères de l'Est ne veulent pas venir rencontrer ou entrer dans un dialogue qui va unir tous les Congolais sur la discussion, il lui suffit simplement que les questions fondamentales soient identifiées. Ils disent aujourd'hui que c'est Kabila qui est le mentor de la rébellion. C'est-à-dire que la question est déjà identifiée. Il a qualifié des chiens. Hein? Voilà. Quand on déplaise, ça, ce sont des considérations que je ne voudrais pas entrer. Ce sont des éléments comparatifs qui ne recadrent pas à l'honneur même du mot qui est sorti. Mais moi, je n'entre pas là-bas. Je dis si le problème est déterminé, que ce M. Kabila, qui est le mal de tout ce qui se passe à l'Est, c'est lui le mentor, c'est lui le pion du Rwanda. Que faut-il faire pour éteindre le Rwanda? Récupérons le pion. En stratégie, c'est ça. Récupérons les pions pour que le Rwanda manque ou entre. Est-ce qu'il est facile qu'on récupère les pions? Oui, réfléchissons comment il faut rencontrer les pions. Nous rencontrons les pions, on lui dit, les pions, nous avons besoin de vous. Malgré on vous a condamné à mort, venez pour que les Congolais vous remercient. Allez parler avec Kabila, mais c'est lui qui ordonne qu'on tue à l'est du pays tout ce qui c'est commun. Ce sont des mots de distraction. On est en train de vous distraire inutilement, mon cher journaliste. Kabila tue chaque jour, mais aussi longtemps que vous refusez de négocier avec lui, les gens continuent à mourir. On a signé un accord avec les États-Unis, peut-être d'ici là, on va les faire taire. Vous savez le problème, c'est lequel? Cet accord a été signé aujourd'hui, ça fait plus d'une année. Cet accord a été signé plus d'une année. Et cet accord n'a jamais dit à son sein que les États-Unis vont envoyer l'armée au Congo. Cet accord, il faut que les Congolais sachent et le lisent. L'accord qu'on prétend là avec les États-Unis, l'accord n'était pas avec les États-Unis. Aucun soldat américain ne viendra au Congo. L'accord était avec le Rwanda. Les États-Unis n'étaient que facilitateurs. Et l'organe suivi, l'organisation qui va suivre l'exécution, c'est l'Union africaine. Ce n'est pas les États-Unis qui suivent l'exécution. Et aujourd'hui, on est bloqué de l'exécution de cet accord-là. L'Union africaine que nous connaissons. Hein. Vous comprenez? On est bloqué, pourquoi? Puisque tout ce qu'on avait signé dans ces accords, cherchez là où se trouveraient les FDLR et tout ça, ça s'est fait où? Or, en ce moment-ci, ce sont les zones occupées par les soutenues par le Rwanda qui sont les mêmes zones supposées être occupées par les FDLR. Alors maintenant, l'accord va s'exécuter avec qui? Le gouvernement central n'est pas au contrôle de ces deux provinces-là, de ces deux chefs-lieux de province. Le gouvernement central n'est pas au contrôle des espaces dont on suppose trouver le FDLR. Comment ça va s'exécuter? La sécurité sur les frontières avec le Rwanda. Les frontières ne sont pas occupées par le gouvernement central. Comment ça va s'exécuter? Ces accords n'ont jamais dit au Rwanda, aux Congolais, que je veux, moi, les États-Unis, je vais mettre mon armée pour venir vous soutenir. Non, il n'y a pas un accord comme ça avec les États-Unis. Il n'y a pas un accord comme ça avec les États-Unis. Alors, alors, quand on brandit l'accord, c'est l'accord
d'exploitation minière. Qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec le problème des armées ou de la guerre. Aujourd'hui, les sociétés minières américaines sont venues au Congo pour acheter des mines et des carrés miniers afin qu'ils les exploitent. Et le plus grand combat, c'est au niveau de miniers. C'est au niveau des miniers. Donc le combat n'est pas au niveau de mettre fin à la guerre. J'aurais voulu que le président de la République prenne l'option de solliciter aux États-Unis l'aide, comme il a parlé autrefois que c'est un pays ami, je ne sais pas ça a commencé quand, où les États-Unis devient le pays ami à la RDC, que les États-Unis l'aident d'abord à mettre fin à la guerre, que les États-Unis mettent des moyens, mettent des dispositifs importants pour qu'on mette fin à la guerre. Après avoir mis fin à la guerre, nous allons parler de tout, réviser la Constitution ou pas. Alors, Maître Armand Lokeka, vous semblez vous opposer à la révision de la Constitution, au changement de la Constitution. Pendant ces temps, l'Assemblée nationale, au Sénat, la loi référendaire est passée, où à son article 4, on donne au président assez de pouvoir. On risque même de n'avoir pas un Premier ministre dans les jours à venir. On aura un vice-président selon les propositions. Le président n'a que 15 jours à dater du jour où le Sénat avait validé. C'est comme on dit en français, les chiens à boire, la caravane passe. Hein. Monsieur le journaliste, le peuple congolais doit être informé qu'on vous a volé la souveraineté, on vous a volé le pouvoir. L'Assemblée nationale, c'est un pouvoir constituant dérivé. Ça veut dire qu'un pouvoir constituant limité. Ça veut dire qu'un pouvoir constituant conditionné. L'Assemblée nationale ne peut pas scier sur la chaise dont elle est assise. C'est-à-dire? L'Assemblée nationale ne peut pas se dire lui-même il est fils et père. L'Assemblée nationale ne peut pas assassiner la Constitution qui lui donne le prérogative d'exister. L'Assemblée nationale n'a jamais reçu mandat par le peuple congolais de faire une loi référendaire qui va faire naître une nouvelle constitution. Dans quelle disposition? L'Assemblée nationale a des députés qui représentent la population. Je dis ceci. Voilà, non? C'est ce que je dis, on l'appelle le pouvoir constituant dérivé. Un pouvoir constituant dérivé, c'est un pouvoir qui ne peut pas être confondu par tous les professeurs que je vois dans cet hémicycle du Parlement. Ils ont un pouvoir conditionné, un pouvoir limité. Et quand on a un pouvoir limité, c'est-à-dire qu'on ne peut agir qu'en ce que la Constitution me reconnaît à moi comme pouvoir, c'est que le peuple m'a envoyé faire en son nom. Je ne peux pas aller au-delà de ce que le peuple ne m'a pas donné le pouvoir. Et le peuple lui a donné le pouvoir conformément aux prérogatives qui sont dans la Constitution. Disons-nous aujourd'hui, cette loi référendaire est-elle un acte législatif ou un acte sui generis? Si c'est un acte législatif, ça doit être puisé sur une base constitutionnelle. Ça doit être puisé sur une base constitutionnelle. Quelle est la base constitutionnelle qui donne le pouvoir à l'Assemblée nationale aujourd'hui de faire une loi référendaire qui tue la Constitution dont ils émanent et donne lieu à l'existence d'une nouvelle Constitution, qui parle de l'abrogation totale de la Constitution et qui porte atteinte même aux clauses d'intangibilité. Ils ont eu ces pouvoirs où? Maître Armand Lokeka, chaque génération a ses réalités. Est-ce qu'on ne peut pas adapter notre constitution aujourd'hui avec les réalités d'aujourd'hui, celle de 2006? Ça, c'est mentir les gens. Ça, ce sont des langages vulgaires et de la rue. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que les Congolais de 2005 sont aujourd'hui différents des Congolais de 2026. Sinon, le président de la République de la démocratie du Congo n'est pas quelqu'un qui est de cet âge. Il n'est pas né aujourd'hui, en 2026. Congolais de 2005 est différent des Congolais d'aujourd'hui. Un Congolais de 2020 est différent des Congolais d'aujourd'hui. Et s'il en est ainsi qu'il faut une adaptation, mais il faudrait qu'on commence par un enrôlement de nouveaux majeurs qui ont aussi le droit de voter. Mais où est-ce qu'on va passer avec ce référendum? Je voudrais vous dévoiler un secret. Que dans cette loi ici qu'on appelle loi, ou dans cette histoire qu'ils sont en train d'appeler une loi référendaire, la souveraineté du peuple est volée. Comment ça? Mais ce sont les députés qui sont à l'origine de cette initiative. Je dis que la souveraineté est volée. Le référendum dont on est en train de penser faire en RDC par
et cocher le régime actuel conformément à cette loi qu'ils appellent, cette histoire qu'ils appellent loi, c'est un référendum qui va se passer au palais du peuple. Ça ne sera pas un référendum comme nous avons eu le cas de nous exprimer librement On en ne va 2005. pas consulter le peuple dans son ensemble. Le peuple ne sera pas consulté, vous n'êtes pas connu. Oh là là. Pourquoi? Puisque la disposition, j'espère l'article 41-42, parle de la constitution d'une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante sera composée des députés nationaux, des sénateurs, des gouverneurs de province, des députés provinciaux et des conseils municipaux. C'est ça, les lois référendaires. Ce sont ceux-là qui vont faire le référendum au palais du peuple. Le peuple ne sera pas visité. Contrairement à ce qu'on dit au peuple, ce ne sont pas eux. Je vous dis sincèrement, la loi est comme ça. Celle qu'ils nous ont appelée loi, c'est comme ça. L'assemblée constituante qui sera créée, c'est cette assemblée constituante qui va voter le référendum au palais. Oh là là. Alors, prenons l'enjeu majeur. La souveraineté dont ils invoquent l'article 5. Qui ne peut pas être aliéné, ni volé, ni emprunté, est aujourd'hui détourné. Nous avons eu une constitution où le peuple est allé à l'urne pour voter. Mais aujourd'hui, nous aurons une constitution dont le vote va se passer au palais du peuple. Avec une assemblée constituante composée de sénateurs, de députés nationaux, députés provinciaux, les gouverneurs de province et les conseils municipaux. Imaginez-vous une telle république. Il ne faudrait pas que ce débat devienne un débat élitaire, simplement pour les élites et les intellectuels ou les juristes. Il faut en expliquer au peuple qui ne connaissent pas grand-chose. Notre peuple que nous sommes en train d'instruire, ces peuples-là que nous consultons pendant les élections, nous devons aussi les consulter pendant les grandes questions. Mais voilà maintenant, le peuple est oublié. On a volé le pouvoir du peuple. La réalité, pour que je soutienne cet argument, aujourd'hui, on est en train de voter une loi référendaire. Mais la CENI n'est pas activée pour l'enrôlement de nouveaux majeurs. Comment ça se fera, ce référendum? Elle est déjà en retard par rapport à son calendrier. Hein? Voilà. Comment ça se fera? La CENI n'a pas un fichier électoral sur lequel il va exprimer les pourcentages de personnes qui vont aller au référendum. Comment ça va se faire? C'est par là que le peuple peut comprendre que l'on est en train de voler notre souveraineté. On est en train de voler la souveraineté du peuple. Peut-être par manque d'argent, on a suivi Denis Kadima au micro de l'un de nos confrères de RFI. C'est pourquoi déjà qu'il est en retard par rapport à l'argent qui devait commencer avec les opérations. Voilà, c'est pourquoi nous disons, si Denis Kadima est déjà en retard avec le calendrier, et c'est parce que nos amis veulent passer quelque chose qui ne ressemble pas avec la Constitution. C'est simplement, ils veulent signer la balkanisation de ce pays. Ils veulent signer la fragmentation de l'État. Ils veulent signer la fissure juridique afin de faire naître un siamois constitutionnel. Un siamois juridique constitutionnel. C'est ça. Donc, aujourd'hui, les âmes de ceux qui sont morts, Kipanvita, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi et les 13 parlementaires, tous les Congolais qui ont coulé leur sang de lutter pour la démocratie, la liberté congolaise, la liberté citoyenne, leur mémoire est considérée en pâture par les députés nationaux, piétinée par les députés nationaux, violée par les députés nationaux, non simplement la souveraineté d'un peuple vivant, mais la souveraineté de ceux qui sont morts. Alors, maître, on va finir. C'est très grave. On a 5 minutes pour finir cette longue interview. Au regard de tout ça, quel scénario probable peut-on envisager? Il y a ceux de l'opposition qui évoquent l'article 64 de la Constitution. Le même article a des alinéas soutenus par l'un d'un côté et l'autre. Quel scénario peut-on envisager au cas où cette majorité passe au forcing et que cette loi référendaire est promulguée par le chef de l'État? Moi, je ne suis pas de ceux de 64. Moi, je suis de CD 120. Nous ne nous opposons pas au régime. Nous nous opposons aux actes du régime. Les actes qui portent atteinte à la mémoire des morts et au respect des vivants. Donc, ces actes qui portent atteinte à la démocratie, ces actes qui veulent faire reculer la République démocratique du Congo, ces actes-là, nous ne serons jamais d'accord avec le régime en place. Et le scénario qui va se dessiner
nous ne cesserons pas de parler, nous ne cesserons pas de réveiller la conscience des Congolais, nous ne cesserons pas de réveiller la conscience du chef de l'État lui-même, l'appelant au respect de son serment, qui n'a pas simplement été un acte solennel, mais c'est un acte spirituel, dans lequel il s'est lié avec le peuple, il s'est lié avec les vivants et les morts, il s'est lié avec Dieu. Il doit le respecter. Ne pas le respecter, c'est-à-dire, il a fait un péché impardonnable pour la République et pour les sangs de ses pères qui lui ont légué ce pouvoir. Puisque nous savons aujourd'hui que le pouvoir qu'il détient, c'est un pouvoir du fait qu'il est héritier d'un combattant que nous ne négligeons jamais. Et le sang et l'âme de ces combattants ne sera pas en train de planer en l'air puisque lui veut fragmenter la République. Non, nous allons le rappeler à revoir son serment et revenir dans la logique normale. Il n'est pas tard de se repentir pour appeler tous les Congolais à un échange franc de vérité afin que nous puissions construire le pays ensemble, dans le souci de laisser cela pour les générations futures, afin que ce pays qui, des siècles et des siècles, a été le fruit d'envie de plusieurs néocolonialistes, ne puisse pas être fragmenté. Sinon, nous allons donner raison à Joseph Kabila, qui a parlé de la soudanisation. Parce qu'il faudrait que l'on comprenne pourquoi ces concepts, je me suis mis à fouiller. Est-ce que ce risque continue à planer jusqu'aujourd'hui? Ce risque est permanent, puisque c'est ce qui avait été fait au Soudan, la création de deux ordres de juridiction, deux ordres législatifs. Il y a eu deux constitutions qui ont existé dans le pays, et la guerre n'a été que l'ombre qui suivait le corps. Parce que l'existence d'un État, c'est aussi le problème de l'existence juridique. Et quand il y aura deux constitutions dans ce pays, nous risquerons vivre les phénomènes où l'ombre va suivre le corps. Le camp qui va utiliser la constitution de 2006 va se prévaloir d'être un État, et le cas qui utilisera la constitution forcée de 2026 va aussi se dire un État, et nous allons perdre cet héritage nous légué par nos parents, par nos aïeux, et dont l'esprit, je rappelle au président, l'esprit de feu Papa Etienne Tshisekedi ne sera pas plané. Il va aller dans quelle république? Il va visiter ses fils congolais dans quelle république? Il n'est pas tard de se repentir. Il n'est pas tard aux députés nationaux de revoir leurs décisions. Il n'est pas tard à tous ceux qui veulent bien parler de la politique nationale de ce pays de revoir leurs tirs afin que nous puissions recomposer un autre débat et que le débat sur le changement des constitutions ne puisse pas être sur nos tables et nos télévisions. Le risque, il est permanent. Nous risquerons de perdre cet héritage que nos parents nous ont donné. Merci. Maître Armand Lukeka, je vous dis merci. Merci beaucoup.